dis-moi alors, explique aux gens. Eh ben, donc Edge, c'est en fait c'est 3 entités. C'est une entité en France, donc qui est Edge France. Il y a Edge Espagne, donc qui est le pendant de Edge France en Espagne, exactement l'équivalent, donc l'éditeur. Et ensuite on a une société en commun, donc José Rey qui est le patron de Edge Espagne et moi-même. On a une société en commun qui s'appelle Edge Studio, donc qui est basée à Séville et qui fait donc toute la PAO, tout le graphic design, tout le web design pour Edge et pour plein d'autres personnes. Donc voilà, Edge, on a créé ça d'abord pour nos propres besoins et ensuite, par exemple, Fantasy Flight a tripé sur notre site, donc ils ont voulu la même chose, donc on leur a fait un site, on leur a adapté notre site pour leurs applications. Des sociétés comme AEG par exemple, ils adorent un peu notre graphic design, enfin, tout ce qu'on crée en graphic design. Donc ben voilà, on leur crée maintenant, par exemple, L5R, ça c'est... Voilà, ça c'est nous qui l'avons fait. Alors le texte évidemment, c'est Aldera qui nous le fournit, les illustrations aussi, mais par exemple tout le travail graphique, voilà, les petites feuilles ici, le côté papier de riz, les marges, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait voilà, tout ça, quoi, tous ces trucs-là. C'est nous qui créons, voilà, le dolly au début, les fontes, voilà. Donc pour toute la gamme, L5R c'est nous, les cartes aussi, le jeu de cartes L5R, c'est nous qui faisons tout le design graphique. Donc tout, hormis évidemment tout ce qui est texte et illustration, ça c'est Aldera qui nous le fournit, et nous on travaille à rendre le jeu plus beau. Et alors Edge après, en France, c'est la partie édition, et adaptation. En France, voilà, c'est la partie, là on fait tout ce qui est traduction, relecture, adaptation. Avec vos partenaires, parce que vous avez des partenaires, c'est FFG. Voilà, FFG, Aldera est un de nos partenaires, Steve Jackson, évidemment. Alors ça, du coup, comment ça marche alors? Parce que là, vous faites le design, c'est une partie qui est Edge Espagne, et puis après, voilà, vous adaptez, c'est Edge France. En fait, une fois que le contrat est signé, que le jeu, on a décidé d'éditer ce jeu, on se fait envoyer des fichiers, on se fait envoyer tous les fichiers texte, les fichiers graphiques, les illus, etc. C'est envoyé en France pour la traduction française, pour l'adaptation française. Donc par exemple le jeu comme Munchkin, c'est vachement compliqué à adapter parce que on peut pas prendre les blagues américaines qui sont totalement, enfin c'est vraiment très américain, très spécifique, c'est des blagues à 2 balles américaines qui sont inadaptables en français. Donc on est obligé de faire une réécriture complète et donc on a des traducteurs, on a surtout un traducteur qui est Sandy Julien, qui est assez connu dans le monde du jeu de rôle notamment, qui est super bon pour ça et qui nous réadapte, qui retravaille tout. Une fois que ça s'est fait, en parallèle, d'ailleurs même c'est même pas une fois que c'est fait, en parallèle, le graphisme est retravaillé en Espagne. Donc le studio reprend les fichiers et retravaille le graphisme parce que en général, FFG par exemple fait des trucs super beaux, mais en général les Américains ont un design qui est inférieur en dessous des Européens. Des Européens, quand je dis des Européens du Sud, hein, parce que franchement les Allemands, on est d'accord, c'est ultra moche. On a une sensibilité graphique totalement différente, donc c'est réadapté, retravaillé entièrement. Par exemple, Munchkin est retravaillé, la nouvelle version va être retravaillée aussi. Donc c'est retravaillé en parallèle. Une fois que ça c'est fait, on regroupe Edge Espagne et Edge France, on voit les fichiers Edge Studio, les traductions. C'est entièrement refait, renvoyé ensuite pour relecture, et etc. Il y a des allers-retours qui sont faits. Et voilà, une fois que tout est approuvé par la France et par l'Espagne, on envoie ça à l'impression. Du coup, c'est Millennium qui rentre en... Alors ensuite, alors voilà, Millennium c'est notre distributeur, mais c'est aussi le distributeur d'autres. Millennium nous héberge. Millennium héberge Edge en son sein. Ce sont 2 entités totalement différentes, totalement séparées. Mais Millennium nous héberge. Voilà, on paye un loyer à Millennium, puisqu'on est dans leurs locaux qui sont trop grands pour Millennium tout seul. Les bureaux, tu as vu, c'est quand même assez grand. C'est classe. Non mais c'est vrai, c'est bien décoré. C'est vrai. Donc on paye un loyer, on est hébergé chez Millennium. Et c'est vachement pratique pour nous, puisqu'on a tout le stock ici à dispo. Donc ça c'est vachement pratique. Et voilà. Mais c'est le seul lien entre les 2 sociétés, c'est ça, c'est qu'on est hébergé chez Millennium. On est à la même adresse. Donc l'entrepôt que tu as vu, les locaux qui sont appartiennent à Millennium.
on se promène dans vos locaux, quand on regarde votre catalogue, ce que vous fabriquez chez Edge, on sent, on en parlait tout à l'heure, cette forte école américaine. C'est quoi pour toi vraiment fondamentalement la différence qu'il peut y avoir entre l'école allemande et l'école américaine et les jeux que Edge peut produire, peut mettre en route? Ça c'est historique. Moi je suis un joueur de l'ancienne école. L'ancienne école, quand on a commencé le jeu en France, on a commencé avec des D&D, avec Appel de Cthulhu, etc. Donc le jeu de rôle américain. Oui, le jeu de rôle américain évidemment, puisque le jeu de rôle était américain, il n'y avait pas de jeu de rôle français. Et ensuite, le jeu de plateau, le jeu de société, quand on s'y est mis, dans les années 80, était aussi américain. On ne connaissait pas les jeux à l'époque. Donc ce qu'on connaissait surtout, c'était Avalon Hill, par exemple, qui était le gros éditeur américain des années 80, qui nous avait publié des jeux comme Britannia, c'est un jeu anglais, mais comme, enfin bon, tous les grands jeux, comme Ave César, comme, je veux dire, Republic of Rome, Republica Romana en français, comme voilà, tous ces gros jeux américains des années 80. Qui sont des jeux à très fort thème, dans lesquels on s'investit émotionnellement, dans lesquels on va passer du temps, dans lesquels on va passer des après-midi, on passait des dimanches entiers, voire des week-ends entiers. On commençait le samedi matin, on jouait, on laissait tout en place, on reprenait le dimanche et on jouait jusqu'au dimanche soir à minuit, quoi. À la Civilisation, des jeux comme Civilisation par exemple, voilà, qui étaient des jeux qui n'en finissaient jamais, mais dans lesquels on s'investissait, qui avait un gros thème, un thème très présent, très fort, dans lequel on retrouvait un peu ce côté jeu de rôle, ce côté émotionnel du jeu de rôle, avec un imaginaire très fort, donc, avec des règles parfois un peu floues à l'époque, hein, mais très touffues, surtout chez Avalon Hill, mais surtout cet imaginaire, ce côté, quand on faisait un jeu de société à l'époque, voilà, on allait latter du monstre, on s'y croyait, quoi. On pouvait raconter l'histoire après. On se racontait des histoires. C'est du jeu de rôle, mais on adaptait notre sensibilité jeu de rôle à ça. Et les Américains ont toujours gardé cet esprit thème très fort. Et dans les années 80, donc fin des années 80, Avalon Hill a disparu. S'est planté. Et donc le jeu américain a peu à peu disparu des rayons français. On ne le trouvait plus. Dans les années 2000, les éditeurs américains qui n'étaient pas morts ont repris du poil de la bête, comme des gens comme Steve Jackson, qui ont toujours existé depuis fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et continuent à sortir des jeux. Il y a eu Munchkin qui est sorti, qui est un énorme carton aux États-Unis, mais personne ne les connaissait en Europe, en France du moins. Et nous, Millennium à l'époque, distribuait ces jeux en anglais, mais en France, en français, il n'y avait aucun éditeur qui voulait les faire. Enfin, c'était vraiment laissé en friche. Et je me suis dit, putain, c'est des jeux que j'adore. Je dois quand même pas être le seul. Mes potes aiment ça. On aime se faire une Twilight Imperium. On aime se faire un gros jeu comme ça, quoi. Donc je dois pas être le seul. Donc j'ai décidé de me lancer, de monter Edge et de faire du jeu américain. Donc on s'est vraiment lancé sur le jeu américain, et Edge était orienté jeu américain dès le départ. Et manifestement ça marche, puisque on a vu que votre rythme de sortie s'accélérait. Ouais, parce que ce jeu américain a rencontré son public. Les gens ont redécouvert, après les années 90, qui étaient vraiment dominés par le jeu allemand, jusqu'au début des années 2000. Là, depuis 5-6 ans, les gens redécouvrent les jeux à thème fort. Et puis, il faut dire qu'il y a FFG, Fantasy Flight, qui a pris aux États-Unis la place qu'avait Avalon Hill dans les années 80, et qui est devenu l'éditeur phare du marché américain en jeu de société. C'est de très très loin le plus gros, mais ils doivent produire à peu près 80% de la production américaine, avec des designs qui sont magnifiques, quoi. C'est des jeux magnifiques, avec plein de matos, avec des règles. Au début, il y a encore quelques années, il y avait pas mal d'errata, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment super bien rodé. C'est des super jeux. Enfin, voilà, je prêche pour ma paroisse, c'est des jeux que j'adore. Mais voilà, c'est des super jeux. Donc on s'est trouvé, quoi. Et donc on est devenu de suite potes, ouais, avec les gens de Fantasy Flight, et on a édité leurs jeux de suite, parce que c'est exactement les jeux
voilà, qui nous correspondent. Voilà. Mais il n'y a pas que, hein, je veux dire, le Thunderstone par exemple, c'est Alderac, c'est aussi des gens qu'on aime bien, qui font des super jeux. C'est encore un jeu à thème fort. Et voilà, c'est un jeu à thème fort. Steve Jackson, voilà, on fait Munchkin, on fait des colloques, des jeux débiles, enfin super fun, super rigolo, voilà, à thème très fort, à règles floues, on va dire, hein, pour être gentil. Adaptable en fonction Voilà. des joueurs. Mais voilà, c'est des règles, chaque joueur trouve les règles, adapte les règles à sa façon. Et voilà, c'est des jeux sympas, rigolos. Et ça, voilà, c'est ça qui nous fait triper. Voilà, ce qui fait triper, c'est de bosser dans une boîte qui est montée sur un plaisir trouvé dans un type de jeu et de progresser dedans. Du coup, quand on achète un... C'est pour ça qu'on continue à éditer du jeu de rôle, voilà, parce que c'est pas là-dessus qu'on gagne beaucoup d'argent, hein, soyons clairs, mais ça nous plaît. Ça marche encore un petit peu le jeu de rôle? Ouais, ça marche encore. On arrive à pas perdre d'argent. Même si on gagne pas d'argent avec le jeu de rôle, avec certains jeux, il y a certains jeux qui gagnent de l'argent. Attention, un jeu comme les gens des 5 anneaux, ça marche. Ça marche, ça rapporte. Mais il y a des jeux qu'on fait qui gagnent pas, qui se remboursent, c'est déjà très bien. Mais on fait ça pour faire vivre le milieu. C'est-à-dire que on vient du jeu de rôle, sans le jeu de rôle, sans cette culture jeu de rôle, Donjons et Dragons au départ, et l'appel de Cthulhu et tout ça, tous les jeux qu'on fait n'existeraient pas. Du moins pas de cette façon. Donc c'est un peu rendre hommage, ça nous plaît, et puis ça fait vivre le milieu. Ça fait vivre le milieu, ça fait que les gens, même s'il n'y a que 1000 ou 1500 acheteurs de ce type de jeu en France, et ben ces 1000 ou 1500 gens, 500 personnes s'y retrouvent, et puis découvrent d'autres choses en même temps, et pourquoi pas vont acheter un 10 cents, ou voilà, on fait vivre le milieu. Voilà, nous c'est ce milieu de rôlistes, de gens amateurs d'univers fort, qui nous plaît et qu'on veut faire vivre, même si certains jeux ne nous rapportent pas d'argent, nous coûtent un peu, mais c'est pas grave. On gagne de l'argent sur d'autres, ça balance et ça fait vivre le milieu. C'est surtout ça, quoi.